Donc, cet après-midi, on va vous proposer aussi différents exercices, différentes expériences de cet enseignement de la vision sans tête, toujours très simple, toujours très direct. Et ah oui, voilà, Catherine, j'ai vraiment bien vécu étonnamment l'exercice de Lorraine, mais rupture totale quand elle a posé la question: êtes-vous une femme ou un homme? Alors oui, peut-être qu'on peut revenir un instant sur l'exercice de ce matin, qui était donc l'exercice les yeux fermés que nous a fait faire Lorraine. Et Catherine, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu as une rupture totale? Catherine? Un homme ou une femme, je ne me souviens plus exactement de la question. Alors là, je suis redescendue sur Terre immédiatement. Ah oui. Et identifié, j'étais une femme et j'étais pas autre chose. Et puis voilà. Ah, j'étais plus du tout. Voilà. Ah, c'est intéressant. Comme quoi l'identification, elle a des racines profondes et des habitudes anciennes. Homme, femme, ça peut être aussi un truc qui aurait pu fonctionner chez certains chrétiens ou bouddhistes ou chrétiens musulmans ou supporters du PSG, supporters de l'OM. Enfin, on a des tas d'identifications anciennes. Voilà. Mais avant ça, ça a marché l'expérience. Avant ça, c'était même particulièrement très bien. Ok. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont des commentaires à faire sur l'expérience de ce matin? Les yeux fermés? Alors oui, les yeux fermés, en fait, bon, j'ai fait quelques fois cette expérience et je me suis rendu compte que finalement, cette fois, j'ai mieux vu grâce à ces questions-là. Est-ce que j'ai 10 orteils? Est-ce que j'en ai 5? Mieux vu que finalement, l'identification, bien, elle peut tomber facilement parce que si on ne fait pas appel à la mémoire, effectivement, c'est impossible de dire combien j'ai d'orteils. Et finalement, je trouve que c'est un exercice intéressant que je n'avais pas lu avant pour voir que si c'est impossible, bien l'identification tombe. Ouais. Tu peux répondre, Lolo? Oui. Cette question, c'est Douglas qui la posait. Il était très, très malin, effectivement. Parce que les orteils, c'est quelque chose qui est très facile de les compter, en fait, quand on a les yeux fermés. Mais ça montre bien que finalement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la représentation mentale du schéma corporel, qui est quelque chose qu'on a acquis, qui est quelque chose qu'on a appris à faire. En fait, moi, je suis maîtresse d'école en maternelle et je suis avec des enfants qui n'ont pas encore construit leur schéma corporel. Et chacun d'entre nous connaît l'expérience de voir que c'est quelque chose qui se construit, en fait. Et peut-être que vous pouvez essayer de vous souvenir de ça quand vous étiez petit. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de l'expérience. Et au niveau de l'expérience, les sensations corporelles n'ont absolument aucune forme du point de vue subjectif, du point de vue de la première personne. Les sensations corporelles n'ont aucune forme. Et peut-être José pourrait vous parler d'un philosophe qui s'appelle Berkeley, qui essayait justement d'accorder tout ça et d'essayer de comprendre, mais comment est-ce que c'est possible que toutes ces choses s'accordent alors qu'elles ne... Dans l'expérience, elles sont totalement différentes. Et c'est vrai à plein de niveaux, en fait. Au niveau, quand je parlais aussi des sons, je disais que les sons, on a l'habitude de les mettre à une certaine distance de nous-mêmes, mais dans l'expérience, les sons ne sont pas à une certaine distance. C'est quelque chose aussi que nous avons appris. Et l'expérience était les yeux fermés, mais les yeux ouverts, les objets aussi. La distance entre notre corps et les objets. En fait, la seule distance qui existe, c'est entre notre corps et les objets, pas entre ce que nous sommes vraiment et les objets. C'est aussi quelque chose qu'on a appris à faire, mais d'un point de vue subjectif, il n'y a pas de distance. Les petits bébés essayent d'attraper des objets qui sont très très loin parce que justement, ils n'ont pas encore conceptualisé ça, la distance entre leur corps et les objets. Donc, quand on revient à l'expérience, vraiment,
eh bien, on s'aperçoit que le monde est très différent du monde, le monde vécu est très différent du monde pensé. Ajouter quelque chose? Oui. Oui, oui, Jacques, vas-y, bien sûr. Bien, c'est que pour moi, ce qui est frappant, c'est que les sons ne viennent pas de l'extérieur. Ils apparaissent en nous, mais on a toujours l'impression qu'un son est apporté, qu'un son existe et que vous l'entendez. Mais non, il apparaît en vous et disparaît en vous. Il ne vient pas de l'extérieur. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent ne vient pas de l'extérieur. Un objet ne vient pas de l'extérieur, il ne vit pas indépendamment de nous. Il n'a pas une vie indépendante de nous. Ce sont nos sens qui créent, c'est notre essence qui donne la réalité au son. Et pour ça, j'aimais beaucoup Jean Klein qui parlait beaucoup de l'écoute. Donc la vision, pour moi, c'est aussi l'écoute. Voilà. Tout à Oui. fait. Ouais. Tout à fait. Je voulais dire à propos les objets, etc., le ressenti corporel, il devient, c'est-à-dire le corps, c'est pas ce corps physique, mais c'est un corps qui n'a pas de limite et qui n'a pas de. Le ressenti du corps, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait élargi et qui englobe tout. Mais c'est ressenti comme un corps, mais c'est pas le corps humain, c'est autre chose. Tout à fait. Pour moi, c'est comme ça que je ressens ça. Et c'est vrai, par rapport à ce que disait Fabrice tout à l'heure, que c'est finalement assez rapide de percevoir que nous n'avons pas de forme, parce qu'on a mis beaucoup d'années à s'identifier au corps. Ça prend des années pour les enfants. Mais en fait, assez rapidement, voire très rapidement, on peut se découvrir sans forme, en fait. Avec ces questions-là, questions bien posées de Douglas, voilà, combien vous avez d'orteils, quelle est votre taille, avez-vous une taille, trouvez-vous une différence entre l'intérieur et l'extérieur? Très rapidement, on se retrouve dans cette présence sans forme. C'est pour ça que c'est une voie rapide et subite, quoi. On plonge directement dans l'expérience. Moi, par contre, j'ai du mal à. Autant c'est facile sur le plan visuel, autant pour moi, les sons, j'ai vraiment du mal à les sentir, comme vient de l'évoquer Jacques, les sentir faisant partie de moi. Là, pour le coup, j'ai du mal. Je sens à distance, il y a les sons proches, il y a les sons lointains. C'est difficile d'avoir vraiment cette sensation de les intégrer, alors que visuellement, l'espace, c'est plus facile. C'est peut-être pour une question d'expérimentation. Oui. Moi, je pense qu'on a chacun nos portes d'entrée. Moi, j'aime beaucoup cette relation au sang. Je trouve que enfin, pour moi, c'est ce qui m'amène le plus dans cet espace d'accueil. Le fait d'être sur les sensations et que ces sensations, en fait, n'ont pas de limite, n'ont pas de forme. Et là, je me sens vraiment comme étant l'espace d'accueil, quoi. Et en fait, l'espace tout court, il n'y a plus de limite. Et c'est vraiment, j'avais déjà remarqué ça, et c'est vraiment l'exercice auquel je suis le plus sensible. Voilà. Et je remercie Lorraine, parce que je trouve que tu dis très très bien cet exercice. Je me souviens déjà, pendant le confinement, tu avais proposé cela, quoi. Oui, je l'ai enregistré sur YouTube. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré Douglas sans... je n'avais pas particulièrement de quête spirituelle. Et pendant l'atelier où il était là, qu'il a mené, en fait, il a fait cette expérience et immédiatement, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est que il n'y a aucun background, en fait, à avoir. Il suffit simplement de s'ouvrir, quoi, à l'expérience, sans jugement, sans porter de jugement, simplement en répondant aux questions. Et c'est très, très naturel, en fait. C'est quelque chose de très naturel. Et là, Anne-Elisabeth dit que c'est plutôt par la vision qu'elle accède à sa vraie nature. Philippe dit que c'est plutôt par les sensations et les sons. L'important, c'est de trouver sa porte d'entrée, en fait, pour venir à cette présence.
Et on est tous différents. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices en fonction, voilà, pour que chacun trouve la clé qui lui permet de découvrir cette vraie nature. Mais ce que je proposerais à Anne-Elisabeth, c'est qu'elle se mette dans un endroit et qu'elle ferme les yeux et qu'elle écoute bien si les sons apparaissent à une certaine distance. Moi, j'étais comme toi, Anne-Elisabeth. Au début, les sons, c'était pas du tout une porte d'entrée. Et en étant vraiment attentif, au bout de quelques mois, je me suis aperçu qu'il y avait un tracteur que j'entendais d'habitude au loin, dans un champ. J'étais avec dans un atelier de Douglas et soudainement, il est apparu vraiment à 0 cm. C'est en moi, en fait. Voilà. Il y a beaucoup aussi de maîtres zen qui se sont éveillés par le son. Il y a plein de témoignages d'éveil par le son. Et en fait, on dit aussi que c'est à l'intérieur, mais finalement, il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur. Donc, c'est juste une façon de parler et de dire ça, que c'est à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de penser, par exemple, que c'est ce que disait Jacques, qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, comme les pensées, en fait, peut-être, je ne sais pas si les sensations corporelles, et puis il y a des choses qui sont à l'extérieur. Mais si on est attentif, on s'aperçoit que soit tout est à l'extérieur, les pensées aussi, alors ou tout est à l'intérieur. Mais il n'y a pas de différence, en fait, dans la relation qu'on a avec ces objets, avec les sons, avec les pensées. Il n'y a pas de différence. C'est la même relation, c'est-à-dire soit complètement en nous, soit… Voilà. Une vision unique par rapport à la vision duelle. C'est Michel Alexandre? Oui. Et j'ai du mal à avoir cette vision unique parce que, effectivement, le son est en nous comme dans l'objet qui vibre, mais c'est difficile de sentir ce son en nous. Comment arriver à cette vision unique? En fait, c'est l'expérience qui nous le montre, c'est vraiment pas par la compréhension. Et bon, si on fait peut-être pour la première fois cette expérience, ça peut ne pas être évident, mais vraiment en fermant les yeux et on a enregistré l'expérience de Lorraine. Il y a des sur YouTube, il y a des… Ouais, elle y est sur YouTube si tu veux la refaire. Je mettrai le lien tout à l'heure de l'expérience. Donc, en refaisant l'expérience, peu à peu, voilà, il apparaît vraiment évident que les sons apparaissent en nous, dans cet espace unique que nous sommes. Parce que s'ils n'étaient pas en nous, comment est-ce qu'on pourrait même les percevoir? C'est impossible. Donc, il n'y a pas de distance entre le silence et les sons, comme il n'y a pas de distance entre l'espace et les couleurs. Et ça, c'est la pratique qui nous le montre. Donc, il faut pratiquer. Donc, je mettrai le lien vers l'exercice tout à l'heure. Voilà. S'il n'y a pas d'autre… Oui, à propos du son, pour moi aussi, ce n'était pas une porte d'entrée évidente. Mais il y a un moment donné où j'ai distingué le son, il apparaissait à une distance du corps auquel j'étais identifié. Et puis, il y a le son, où est-ce que je l'entends vraiment? Où est-ce qu'il est entendu? Il est entendu où le son? Voilà. Donc, il y a la distance par rapport à, je ne sais pas quoi, une sensation du corps que j'ai, là, je touche quelque chose, là. Et puis, où est-ce qu'il est entendu? Voilà. C'est ça la question, en creusant ça, là. Soudain, c'est apparu, le son est entendu à même le son, quoi. C'est là où il est entendu. À 0 cm. Ouais, il est entendu à même le son. C'est curieux, ça. La cloche, c'est bien pour ça. Oui, on refera l'expérience, on refera cette expérience encore, parce qu'elle est vraiment passionnante. Donc peut-être qu'on peut passer maintenant à moins qu'il y avait une question, Virginie. Ouais, non, en fait, c'était juste pour faire remarquer, enfin, pour moi en tout cas, fallait vraiment pour que je puisse sentir, enfin, avoir les sons en moi, c'est en fait me détacher de l'idée que je suis un corps, en fait. Et pour pouvoir permettre tout le reste d'être là. Et pas, je suis un corps, donc je suis fermée, je ne peux rien entrer en moi, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment oublier l'idée que l'on est un corps, en fait. Enfin, c'est comme ça que je perçois le truc. Oui, oui, tout à fait. On s'imagine enfermé dans un corps comme une sardine coincée dans une boîte. Et donc, de ce fait, on place mentalement les objets et les sons à l'extérieur. Mais si on revient à l'expérience de l'instant présent, à la pure expérience de la présence, eh bien là, on n'est pas enfermé dans une boîte. Et les sensations, comme tu l'as dit, nagent en nous comme
comme des sardines dans l'océan. Elles sont en boîte, les sardines. C'est le breton qui parle. Oui, c'est le breton, c'est des références bretonnes. Et tout apparaît en nous, en fait. Exactement. À propos du son, ce qui m'a aidé pour moi, c'est de voir que c'est-à-dire il y a des sons qui sont plus intenses, plus forts, ou des sons qui sont plus faibles, mais ça n'a rien à voir avec la distance par rapport au corps. C'est autre chose. C'est ça qui m'a aidé pour moi. Donc, c'est pas important si c'est un son qui paraît lointain, si c'est par rapport au corps, c'est juste un son qui a cette vibration-là. Il y en a un autre qui a une vibration plus forte. Ça m'a aidé. Il y a Gérard qui a levé la main, je crois. Si jamais on vous entend pas, vous signalez sur le chat. Hein. Gérard. Je fais pour... Salut Gérard. Je parle. Salut. Oui, moi j'ai une phrase que j'aime bien et qui me paraît un peu évoquer tout ce qu'on dit sur la non-dualité. Et elle est très simple. Elle dit cette chose, elle dit j'ai un corps, je ne suis pas ce corps, et ce corps est moi. Autrement dit, j'ai une apparence, je ne suis pas cette apparence, et cette apparence est moi. J'aime bien cette phrase parce que pour moi, elle me ramène immédiatement à la non-dualité. Le paradoxe. Ouais. Et Douglas, vous avez remarqué qu'on croit être dans le corps, mais en fait, c'est le corps qui apparaît en nous. Parce que regardez votre corps maintenant. On va faire l'exercice avec le dessin, mais regardez votre corps. Vous voyez bien que le corps apparaît dans l'espace que vous êtes. Vous n'êtes pas coincé dans dans l'estomac ou dans le pied. Non, c'est le corps qui apparaît en vous. Et moi, je voudrais rajouter une dernière chose sur la distance, hein, sur cette notion de distance qu'on peut avoir par rapport aux objets qui apparaissent en nous. Les jardins zen, qui sont des jardins méditatifs, qui sont des jardins faits pour nous ouvrir en fait à cette présence, justement utilisent cette notion de distance pour éveiller la personne qui contemple. Les arbres sont miniatures, le deuxième plan est caché, donc il n'y a qu'un premier plan, un arrière-plan. Donc celui qui observe le jardin va être troublé en fait, il va être déstabilisé dans cette relation à la distance. Et c'est aussi visiblement un moyen pour s'éveiller. Alors, peut-être maintenant c'est le moment de l'expérience de Bill, qui est une grande première mondiale, parce que c'est la première fois qu'on fait un tube par Zoom, quoi. Ok. Et on a fait le travail de fabriquer quelque chose comme ça. Oui, on l'a fait. Tout le monde. Ouais. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ça, c'est mieux que je le connais parce que je peux changer un petit peu la manière de conduire l'expériment. Il y a quelques-uns qui n'ont pas fait un tube ou qui n'ont pas un miroir. Ça, c'est la deuxième chose. Moi, j'ai perdu mon miroir. Oh non, c'est ici. Je vais chercher mon miroir. OK. Ah, il faut le fermer sur les deux côtés, Eliane. Il faut que tu mettes du scotch sur les deux petits côtés. Voilà, parfait. Ouais, comme ça. Le mien, c'était un prototype, donc c'est un peu plus grand, mais c'est la même idée. Et ceux qui n'ont pas de miroir, comment font-ils? Ils peuvent utiliser le téléphone? Est-ce qu'ils peuvent utiliser leur image sur l'écran? Ah non, c'est difficile. Difficile, ok. Ah, peut-être sans tube, oui. Il peut marcher un petit peu, mais...
Eliane, tu n'as pas de tube? Si, c'est bon. Ouais, ok. Ok. Mais on peut le faire sans tube aussi pour ceux qui n'ont pas le tube. Bill. Oui, mais peut-être s'il y a quelques-uns qui n'ont pas un tube, c'est nécessaire que je change un petit peu les mots. Alors, question, est-ce que certains n'ont pas de tube? Et est-ce que vous avez tous mis le scotch sur le petit côté? Magali, bonjour Magali. Tu n'as pas de tube? Coucou Magali. Tu as le temps encore de le faire si tu as 2 feuilles dans 4 à coller. Je pense que ça veut dire qu'elle n'a pas besoin. Bon, ok. Alors, on y va. À toi, Bill. Up to you. OK. Bon. Cet expériment, c'était un des premiers et on a modifié, bien sûr, pour Zoom. Mais moi, je pense que c'est mieux si je ne le fais pas. Je vous donne un commentaire et ce n'est pas nécessaire d'être en face de l'écran, mais ce qui est nécessaire est d'être prêt de placer le visage comme ça dans le tube et le miroir au but du tube, comme ça. Et normalement, on veut voir le visage à l'extérieur, au fond du tube. Ça, c'est le setup, comme ça. Mais moi, je vais pas aller sans tube. Et on passe quelques minutes dans le tube, quelques minutes, on laisse tomber le tube, quelques minutes, on refait le tube, comme ça. Ça, c'est la technique. Et je vais attendre un petit peu parce que, oui, on doit s'habituer un petit peu. Il faut préciser que le miroir doit être mis de façon à refléter notre visage, bien sûr. Voilà. Oui, et je répète, ce n'est pas nécessaire de voir l'écran. C'est mon voix seulement. Je fais un commentaire et l'essentiel est d'avoir l'expérience dans le tube et après hors du tube. OK, on est prêt? Oh, OK. Donc, il y a une hypothèse, on peut dire ça, que nous avons été, tout le monde, hypnotisé par le mythe humain. Et c'est difficile d'en croire. On dit non, pour la plupart, les personnes peuvent distinguer une chose de l'autre. Nous sommes pas... Nous trompons facilement comme ça. Mais ça, c'est un test. C'est le test, c'est toujours la même question. Et il sort d'une autre question qui est, est-ce que nous voyons ce que nous voyons ou ce que nous voulons voir? On peut dire ça. Donc, c'est un test pour ça. Et the proposition is that we are suffering from a profound hallucination. Alors, l'hypothèse, c'est que nous souffrons d'une illusion profonde, d'une hallucination profonde. And we're going to test that. Et on va le vérifier. So always, when we do these experiments, donc chaque fois qu'on fait cette expérience, there are 2 rules. Il y a 2 rôles, deux règles. So the first is, as far as possible,
go by what's given in experience. La première, c'est autant que possible, basez-vous sur ce qui est donné dans l'expérience. And the second is rely on what's present, not on your memory or your imagination. La deuxième, c'est de se baser, la deuxième règle, c'est de se baser sur l'évidence et pas sur l'imagination ou ce qu'on sait. And we're going to see what happens when we put what we call our face into a paper bag. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'on met notre visage, entre guillemets, dans un sac en papier. And look at our reflection. Et quand on regarde notre reflet dans le miroir. Now, of course, if you look in the mirror just without and get your face in the mirror, évidemment, si vous regardez votre visage dans le miroir, you say, that's me. Vous dites, c'est moi. It's my face. C'est mon visage. And you're right. Et c'est vrai. If I was a photographer at a wedding, si j'étais un photographe à un mariage, take a big group photograph of the guests, pour prendre une photographie de tout le groupe, and then my children come and they say, where are you? Et si mes enfants arrivent et me demandent où es-tu? With any luck, I would find a face in the crowd. Sans aucun doute, je pourrais montrer mon visage dans la foule, sur la photo. And I'd say, that's me. Et je dirais, ça c'est moi. Of course, that's me from the point of view of the photographer. Évidemment, c'est moi, mais du point de vue du photographe. And what we're doing now is to take another point of view. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre un autre point de vue. And that point of view for each one of us. Et ce point de vue pour chacun d'entre nous is right where we are. C'est exactement là où on est. 0 centimeters from myself. C'est le point de vue de 0 cm, à partir de 0 cm. So, the third rule, although there's actually only 2, and the first 2 I gave you were the same rule, in fact. But the other rule is go by your own experience, not anyone else's. Il a déjà donné 2 règles, mais il y a une autre règle importante, c'est la 3e règle, donc soyez votre propre autorité. Nobody is in a position to tell you what it's like where you are. Personne ne peut dire, personne n'est dans la position de dire qui vous êtes. Except for you. Sauf vous. Okay, well, I will try to make this brief. Je vais essayer de faire ça plus court. And if you would like to get the paper bag in place. Voilà, mettez maintenant le tube en place avec le miroir au fond. First question. Première question. How many faces do you find in the tube now? Combien de visages trouvez-vous dans le tube maintenant? One or 2? Un visage ou 2? Maybe no faces if the mirror is not pointing right. Sorry? Maybe no faces if the mirror is not. Ah oui, mais peut-être aucun visage si le miroir n'est pas bien ajusté d'ailleurs. Let's just try and get that mirror properly placed and ask that question. On retourne dans le tube, on est dans le tube et on ajuste bien le miroir. Hein, et voilà à nouveau la question. And if you look at the face that you see, et si vous regardez le visage que vous voyez là-bas, it has certain qualities. Il a certaines qualités. It's colored. Il est coloré. It has a form. Il a une forme. It has a surrounding background. Il a aussi un arrière-plan qui l'entoure. It has a shape. Il a une forme. And many
subsidiary shapes within that. Et puis plein d'autres formes subsidiaires en elle, dans cette forme. So, in brief, it's a very complicated thing. Donc, en bref, c'est une chose très compliquée. If you look at the mouth, si vous regardez la bouche, then right now, looking at the mouth, can you see the eyebrows? Maintenant, si vous regardez la bouche, est-ce que vous pouvez voir les sourcils? If you look at the forehead, si vous regardez le front, can you see the upper lip? Est-ce que vous voyez les lèvres? Well, I guess that face is probably trembling around a little bit. Le visage, d'ailleurs, doit trembler un peu, je suppose. So can you see it clearly all at once? Pouvez-vous le voir clairement d'un seul coup? Some more really simple characteristics in that face. Sorry? Let's just look at some more simple oui. characteristics. Regardez les caractéristiques de ce visage, encore. It has an age. Il a un âge. It's a human face. C'est un visage humain. It has a history. Il a une histoire. There's a story to that. Il y a une histoire autour de ce visage. It had a beginning. Il a un début. Il a un début. And it will have an end. Et il aura une fin. It's temporary. Il est temporaire. That is what a face looks like. C'est comme ça que paraît un visage. C'est de ça dont il a l'air. What we that's me. And we say that's me. Oui, et on dit ça c'est moi. Okay, let the tube go, have a little breath. Donc enlevez le tube pour avoir un peu d'air, pour respirer un coup. We're going to go back in again in a minute. On va retourner dedans dans une minute. Okay. Back in again, please. Alors, on retourne dans le tube, s'il vous plaît. Get the mirror in place. Mettez le miroir dans la bonne disposition. Now we're going to focus on the near end of the tube. Maintenant, on va prêter attention au côté du tube qui est le plus proche de vous. What qualities are on display at the near end of the tube? Est-ce que vous trouvez des qualités de votre côté du tube? So just to be specific. Soyons précis. Do you see some color? Est-ce que vous voyez des couleurs de votre côté? Do you see some shapes? Voyez-vous des formes? Do you see an age? Voyez-vous un âge? A history? Une histoire? Do you see humanness? Est-ce que vous voyez même de l'humanité de votre côté? What are you like at 0 centimeters from yourself now? À 0 centimètre de vous-même maintenant. What do you look like? Quelle est votre apparence? À quoi vous ressemblez? Are you face to face with that reflection? Êtes-vous face à face avec ce reflet? Or are you open for that reflection? Ou bien êtes-vous simplement ouvert pour ce reflet? This is a question for you to answer for yourself. C'est une question à laquelle vous devez répondre pour vous-même. Have you ever been face to face with your face in the mirror? Avez-vous jamais été vraiment face à face avec le miroir? Or have you been, as you may find yourself, you could say space to face with that? Bien, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez toujours été espace à visage? Now, we have many identifications with that face.
Alors évidemment, on attache beaucoup d'identification à ce visage. Many judgments about that face. On a beaucoup de jugements sur ce visage. Oh, it looks good, it doesn't look good. Oh, It's- il a bonne mine ou il n'a pas bonne mine. The hair is not looking good. Les cheveux, la coupe de cheveux n'est pas bonne. Oh, the hair looks good. The hair looks well today. Ou bien au contraire, mes cheveux sont beaux aujourd'hui. So just take one of those little judgments. Prenez juste un de ces jugements. So where is that judgment given now? Donc, faites apparaître un de ces jugements. Et où apparaît ce jugement maintenant? Did it just come up when you started looking at that face? Est-ce qu'il est apparu quand vous avez regardé ce visage? Is it attached to somebody at your end of the tube? Est-ce qu'il est attaché à ce qu'il y a de votre côté du tube? Or is it just another thing in this space? Ou bien n'est-ce pas simplement un autre élément qui apparaît dans cet espace? So could we say no matter how many identifications we have with that reflection, Est-ce qu'on no matter pourrait, how many, est-ce qu'on pourrait dire combien d'identifications nous avons avec ce visage? those identifications are given floating in the same clear space as that picture in the mirror. Ces identifications apparaissent flottant dans le même espace que ce visage. What is here at your end of the tube Et qu'est-ce qu'il y a de votre côté du tube, ici? just capacity. Eh bien, il y a simplement une capacité. For all of that, the appearance and the judgments and all of that. Pour tout ça, pour l'apparence, pour les jugements, etc. Okay, just the tube down again for a minute and one more time we'll go in. Alors maintenant, vous sortez du tube à nouveau pour prendre l'air et on va retourner dernière fois dedans tout à l'heure. And this last part for me is shocking. Et cette dernière partie pour moi est choquante. Deep. Okay, just briefly, back in the tube, please. Alors, encore un court instant à nouveau dans le tube, s'il vous plaît. So there, you have a situation with your face at the end of a tube surrounded by material. Donc là, maintenant, la situation, c'est que vous avez votre visage là-bas au bout du tube entouré d'un certain arrière-plan. And at the near end of the tube, Et de votre côté No. du tube, nothing to get in the way. et rien pour se mettre dans le passage. You could say clear space. On pourrait appeler ça un espace clair. So, can you say now of that face and of any other face that appears, Est-ce qu'on peut dire maintenant de ce visage et de tous les autres visages qui peuvent apparaître? there, at that far end of the tube, I have my appearance or your appearance? Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas dire, là-bas, à l'autre côté du tube, j'ai mon apparence et aussi vos apparences quand elles sont là. And at the near end of the tube, Et de ce côté du tube, de votre côté du tube, I am you. je suis vous. No difference, Aucune différence. no quality, Sorry? no qualities, Aucune qualité. no time, Pas de temps, aucune temporalité. non-person, Aucune personne. and therefore Et c'est pourquoi capable
therefore capable of being the source of all of those appearances. Et c'est pourquoi ce côté du tube est capable d'être la source de toutes les apparences. Now that is a world which is fundamentally different from the social paradigm. Et ça, c'est un monde qui est vraiment très, très différent du monde social. And it's up to each one of us to ask that question and choose the answer. C'est à chacun d'entre nous de se poser ces questions et d'y répondre pour soi-même. So, do you choose to live as far as possible in the given world? Est-ce que vous choisissez de vivre autant qu'il est possible dans le monde qui est donné? Or do you give your loyalty and your concentration to the social world? Ou bien est-ce que vous donnez votre loyauté et toute votre attention au monde social? So it's not a question of trying to do away with all we know about how to carry on in life and in society. It's not trying to get rid of this. Repeat again, sorry. It's not a question of trying to escape oui. from the social world. Il ne s'agit pas d'essayer de s'échapper du monde social. But it's a question of placing the social world where it belongs. Mais c'est plutôt de laisser le monde social là où il est, là où il appartient. And to be honest, about what's here. Il s'agit d'être honnête avec ce que vous trouvez de votre côté du tube, ici. And that's it. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Merci à tout le monde. Pardonnez-moi pour mes fautes françaises. Donc, Catherine a écrit tout à l'heure là dans le chat, ça bouleverse un peu mes données. Et peut-être que l'exercice là que nous a fait faire Bill bouleverse aussi un peu nos données, nos croyances sur qui on était vraiment. Hein? Qui je suis, cette apparence au fond du tube dans le miroir, ou est-ce que je suis cet espace clair et éveillé dans lequel tout apparaît? Voilà la question. Je peux témoigner? Bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange et extraordinaire de voir ce visage au bout d'un tube. Et en fait, tout à la fin, je me suis amusé à bouger donc le tube droite-gauche, gauche-droite, comme ça. Et c'est vrai que ça donnait ce sentiment que effectivement ce visage qui apparaît, il bouge, mais par contre l'espace d'où je regarde, c'est immobile. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que ça revient bien à ce que l'on dit en fait, hein, que du côté de l'espace d'accueil, en fait, c'est immobile, c'est intemporel, c'est immobile. Et juste le fait, vous pouvez essayer, juste le fait de déplacer le tube avec le miroir au fond, on voit le visage qui bouge, mais de son côté, ça ne bouge pas, quoi, c'est immobile. On peut utiliser le miroir sans tube et on peut placer le visage au plafond, sur le mur. Il bouge, oui. Il bouge et il tremble. Ceci, non. Ouais, voilà. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais. Merci. Ouais.
Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet exercice? Oui, il y a seulement le petit qui tremble et qui a peur. C'est celui qui est dans le miroir qui a des problèmes. Oui, Douglas utilisait souvent l'expression le petit pour évoquer notre apparence dans le miroir, comme dit Jacques, et il parlait aussi du grand pour parler de cet espace d'ouverture que l'on vient de découvrir. Donc, le petit, lui, il est temporel et temporaire, hein, il est apparu un jour et puis il va s'en aller. Mais est-ce que le grand va changer? Est-ce qu'on ne découvre pas l'éternité ici dans cet espace? Je voudrais poser une question. Est-ce que c'est possible? Catherine, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend bien, Catherine. Bon, la première étape qui consiste à donc, voir le visage et puis à ressentir, il n'y a rien derrière, là, voilà, c'est vaste, c'est immense. Je peux aller jusque-là. La deuxième qui voudrait dire que le visage que je vois là-bas est interchangeable, c'est-à-dire ça peut être un autre visage et derrière ça reste pareil. Là, je n'arriverai pas pour le moment, je crois. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'ai cru comprendre ça. J'ai cru qu'on peut mettre n'importe quel visage en fait et que derrière c'est toujours… c'est ça? Oui, oui. Est-ce que j'ai compris? Oui, Bill va sûrement te répondre. Si j'ai compris, c'est la dernière étape qui n'était pas claire, c'est-à-dire la personnalité de l'espace. C'est un espace impersonnel, hors de temps et stable, il ne bouge pas. Et pour vous, ça, ce n'est pas évident. Ça c'est le commentaire. Hein? Ok. C'est un peu bouleversifiant. Oui, absolument. Oui, c'est grand chose. Vraiment. Ouais, ouais. On a un faith, une foi. C'est faith. Qu'est-ce que c'est une foi? Yes, une foi. Que nous sommes séparés. Nous sommes convaincus qu'au fond, nous sommes séparés l'un de l'autre. Mais moi, quand j'ai vu ça ici, c'est l'espace. Ce n'est pas mon espace. C'est un espace qui n'a pas une marque de temps, n'a pas une histoire. Donc, c'est ce que je trouve. Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est ce que je trouve. Pas de marque, pas de qualité, pas de temps, pas de mouvement. Donc, je ne peux pas distinguer l'espace que vous expérience de l'espace que j'expérience. Il n'y a qu'un, mais les conséquences de cette vision sont énormes. Vraiment, moi, je trouve que je touche petit par petit, lentement, la profondeur de cette observation. C'est vrai, c'est vraiment choquant. Bang! Ici, personne, pas de temps, et l'un unique. Wow! Je ne suis pas une petite chose, profondément. Je ne suis pas le petit qui bouge, qui est temporaire. Non. Ici, je trouve le bijou, l'éternel. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment, pour moi, c'est étonnant. Si je reste dans cet espace immobile et clair, je trouve le vrai touchstone, le vrai profondeur de conscience. Ce n'est pas d'ailleurs, ce n'est pas dans un grand maître ou dans aucune apparence, aucun livre. Non, c'est ici. Si simplement je suis prêt de rester en silence et simplement de voir l'intérieur. On a tout ici. Mais c'est pour chacun vraiment de demander cette question. Chacun pour lui-même. On ne peut pas donner ça.
c'est une très bonne question. Est-ce que cet espace est personnel? Est-ce qu'il a une marque anglais, mâle ou quelque chose d'autre, humaine? Non. Pour moi, non. Et c'est un grand changement de notre compréhension de notre vie. Oui, oui. C'est une très bonne question. Merci. Ça veut dire que quand je vois ma vraie nature, je vois la vraie nature de tous les êtres. Si je veux savoir qui vous êtes vraiment, vraiment, je regarde au centre ici. Je trouve cet espace éveillé, cet espace ouvert, cet espace bienveillant. Et je sais que c'est ce que vous êtes, parce que je le trouve ici au centre. Et ce que dit Bill est juste, c'est un espace unique. Et de cet espace unique surgissent toutes les formes, toutes les apparences. Pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux et aussi les plantes, et tout surgit de cette source. Et ça ouvre le cœur. Douglas disait souvent, quand vous perdez votre tête, vous trouvez votre cœur. Parce que à partir de cette ouverture, nous trouvons l'unité. Et l'unité vécue, c'est l'amour. D'ailleurs, Serge a écrit là, dans le chat, il a dit c'est le terrain fertile sur lequel l'amour peut fleurir, je crois. Voilà, l'amour inconditionnel de ce qui apparaît est sûrement la terre fertile où jaillira cet amour. Donc, de cet espace unique, jaillit évidemment le sentiment d'unité et d'amour. Je voudrais ajouter que pour moi, c'est la seule chose que je peux partager. C'est là où je suis les autres. Et là, je peux les partager, je peux les comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. On est un, là. C'est même trop. Hein. C'est merveilleux. C'est sidérant, c'est choquant de se rendre compte qu'il n'y en a qu'un, qu'on est tous un, là, à ce point de vue-là. Non. Et puis, j'avais de l'intention, avant, je mettais dans le visage là-devant un esprit. Maintenant, l'esprit, il n'existe pas là. Ici est sa source. Ça, c'est une apparence temporelle. France a levé la main pour parler du point. Oui, en réalité, j'ai vraiment réalisé que ce qu'on voit au fond du tube, c'est... Enfin, on a l'habitude de s'identifier justement à l'apparence du visage, mais plutôt, en réalité, on voit le miroir. Et finalement, c'est le miroir qui est l'espace le plus juste. L'image du miroir est l'image la plus juste du champ de conscience impersonnelle qu'on est. Et au lieu de s'identifier, enfin c'est juste une petite erreur, quoi. Au lieu de s'identifier au visage, si on s'identifie au miroir, c'est encore une identification, c'est encore une image, mais on sent bien que c'est la même pour tous. Oui, oui, c'est ça. Le miroir est souvent pris comme symbole de la conscience parce que voilà, sur cet unique miroir, tous les reflets peuvent apparaître. Le miroir demeure inchangé, même si c'est un reflet douloureux ou aimable, il demeure identique. Oui. Eric qui a levé la main, je veux. Eric, oui. C'est marqué. D'ailleurs, Eric, oui. Tu nous expliques comment tu as fait pour faire ça pour nous. Ah oui, c'est trop bien ça. C'est bien pour. Ah, ben, ça, c'est le respect, hein, voilà. Non, en fait, c'est dans les commentaires, il y a une option lever la main. Voilà. D'accord. Ah, c'est chouette ça. Donc, au lieu d'écrire votre commentaire, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre que vous voulez lever la main pour parler. Et où ça, tu vois ça mais moi, je fais ça avec mon téléphone. Donc, quand je veux aller converser, j'ai une autre option, c'est lever la main. Attends, j'essaie de retrouver. C'est dans participant. Participant à la fin. Ah oui, je vois. Trop bien. Il y a levé la main, ouais. Donc voilà, j'avais une remarque, je trouve toujours fascinant ces exercices et ça permet vraiment de voir qu'il n'y a personne, effectivement, comme vous avez tous très bien dit. Et je voulais savoir si c'est juste que je sens toujours malgré tout, enfin je ne sais pas si c'était une bonne expression malgré tout, mais je sens toujours une limite dans le sens qu'on parlait du petit moi, tu parlais du petit moi et du grand moi. Je suis toujours lié au petit moi dans le sens que cet espace que je suis est toujours lié à ce corps physique. Par exemple, quelqu'un te disait ce matin, je suis dans les toilettes, je vois les toilettes. Ce que je vois, c'est toujours lié aux yeux du corps physique. Et je ne peux pas, par exemple, si je regarde un paysage, me retrouver de l'autre côté de la montagne en tant qu'espace. Je ne peux voir cet espace physique qu'à partir des yeux du corps
qui est attaché à ce petit moi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même limité toujours à une réalité physique qui a un certain angle de vue. Et j'ai conscience en fermant les yeux que je suis cet espace, mais dès que j'ouvre les yeux, l'angle de vue que je prends dépend toujours de là où je suis physiquement. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Il y a toujours une limitation malgré tout. Je ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Je peux l'imaginer, mais je suis toujours dans ce corps malgré tout. Ouais. Oui, je comprends très bien. Oui, c'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs. En fait, ce qui est limité, c'est ce qui apparaît dans ce champ de conscience. Ce qui apparaît dans le champ de conscience est toujours personnalisé, individualisé, parce que c'est une perspective liée au corps, liée à… Puis, je sais pas, on est au XXe siècle, enfin, 21e siècle, pas au Moyen-Âge, je ne sais pas où. Voilà. Donc, le contenu de cet espace, il est déterminé, mais l'espace en lui-même, il est illimité, en fait. Et après, la question que tu poses, comment se fait-il qu'il y ait des perspectives différentes, en fait, que le point de vue que tu as en ce moment ne soit pas le point de vue que j'ai? Ça, c'est un mystère profond pour la philosophie et pour nous tous, quoi. Comment l'un, l'unique, réussit à se démultiplier en multiples? Ça, c'est la question la plus profonde de la philosophie. Tous les philosophes se sont essayés de comprendre comment ce mystère était possible. Et en tout cas, c'est une expérience incroyable à vivre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes un, il n'y a que un là, et pourtant ce un, il apparaît à travers des visages différents, des points de vue différents, des histoires différentes, et c'est extraordinaire, quoi, parce que ça permet la relation, ça permet la conversation, ça permet l'amour, ça permet la vie sociale, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Donc je ne sais pas comment tu le fais, mais tu y arrives, quoi. Tu réussis bien à le faire. Ce que je peux ajouter à ça par rapport à ce que Eric a dit, c'est que il y a quelque chose qui est bouleversant dans le fait de voir que le personnel ou l'individu, disons, et cet espace qui est totalement illimité, ben c'est la même chose. Et ça touche beaucoup. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre, il me semble. Donc, il y a une expérience c'est quand même à travers quelque chose, c'est extraordinaire. C'est en même temps illimité et sans mesure, et en même temps, c'est ressenti comme quelque chose qui est je sais pas, personnel, individuel, mais pas dans le sens de personnel comme on l'entend en général. C'est autre chose. Oui, c'est très important ce que tu dis, Arlette, très important. Et Douglas insistait là-dessus. Il ne s'agit pas de nier le petit, de le refuser, de vouloir s'en débarrasser, mais au contraire de voir qu'il est précieux, qu'il est accueilli à partir de cet espace et qu'il est notre véhicule, voilà, temporaire. Exactement. Parce que cet individu-là, Arlette, elle est unique, elle est précieuse en tant qu'unicité de l'un. Et ça, c'est merveilleux aussi, tu as raison. Le fait que cet un puisse comme ça prendre des formes uniques, c'est extraordinaire en fait. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Voilà, nous ne cherchons pas du tout à dire, voilà, il faut se débarrasser de cette humanité. Nous cherchons simplement à voir où se trouve cette humanité et elle est à la périphérie. Au centre, il y a cette présence beaucoup plus vaste, mais c'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. L'humanité est accueillie à partir du grand, en fait. Mais Arlette, tu as raison de parler de paradoxe. Cette expérience n'est que paradoxe. Tout à l'heure, on parlait de intérieur-extérieur, on peut parler du temps et de l'éternité. De l'un et du multiple. De l'un et du multiple. Il n'y a que des paradoxes. Ça ne peut que se vivre, en fait. Ça ne peut pas vraiment se comprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est un mystère à jouir plutôt qu'une énigme à comprendre, je crois. Alors, je vous propose de faire une petite pause là, de 5 minutes, si vous êtes d'accord. Et puis ensuite, Jacques va nous faire un exercice superbe. Et on se revoit pour le goût aussi. Voilà. D'accord? Et vous avez fait votre dessin de première. Vous êtes dessiné? Ouais. Ok, super. Bon. Très bien. Donc, à tout à l'heure. Alors, on fait une petite pause. D'accord? Jusqu'à quelle heure? Il est quelle heure? Il est 5, 15. Jusqu'à 15. Ok? Mais il faut être à l'heure. Parce que… 15. Ok. José? Ouais. C'était quoi le dessin? Moi, je n'étais pas là ce matin. Tu as le temps en 10 minutes. Hein. Je te demande de te dessiner tel que tu te vois. Ok, d'accord. Ok.
C'est chouette tout ce qu'on dit. Alors Jacques, tu allais nous introduire un nouvel exercice, enfin, un autre exercice plutôt, Oui. qui s'appelle, en français, on l'avait appelé revêtir l'espace. Oui. Je vais commencer tout simplement à faire un exercice sans commentaire, et puis par après, je ferai un certain commentaire. Il y a un écho, j'ai l'impression, non? Il n'y a pas de problème. OK. Donc, vous tenez les deux bras devant vous et les mains à une certaine distance, hein, environ 20 cm. Et alors, ramenez les mains tout doucement vers vous. Ressentez ce qui se passe. Regardez, ressentez ce qui se passe. Et laissez disparaître vos mains à côté du visage. OK? Et puis, ramenez-les à l'avant. C'est un geste très simple. Maintenant, je vais donner quelques commentaires. Bon, donc, entre les deux mains, il y a un vide. C'est un vide objectif. Alors, vous pouvez balader ce vide sur la pièce et toutes les choses peuvent apparaître dans ce vide, tous les objets, tout ce qu'il y a dans la pièce. Et ce vide n'a aucun jugement, il accepte tout, parce qu'il est vide. Mais c'est un vide objectif. Alors, quand vous avez mis les mains, disons, à mi-course, hein, vous vous rendez compte qu'il y a toujours un vide qui est limité, mais il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent dans ce vide. Alors, rapprochez les mains encore. Hein. Là, vous vous rendez compte que les limites commencent à s'estomper, les mains s'estompent, donc ça devient un vide beaucoup plus grand, mais toujours un vide là, un vide objectif. Alors, tout doucement, vous amenez les mains, et au moment où les mains disparaissent, vous amenez le vide ici à 0 cm là où vous êtes. Alors, quel est votre ressentiment maintenant? Est-ce que vous sentez un vide limité? Est-ce que vous ressentez le vide devenu vraiment conscient? C'est le vide dans lequel apparaît le monde entier, et qui en est la source. Et si vous restez dans cette vision et vous ramenez les mains vers l'avant, est-ce que ce vide que vous êtes, est-ce que vous le limitez à nouveau? Ou bien les mains apparaissent tout simplement sortant du vide? Donc c'est un geste très simple. On amène les mains ici et il y a un basculement qui se crée. Il ne faut pas de carte, il faut seulement avoir les deux mains. Alors, avec une main, ça va aussi. Hein. Si vous menez une main à l'avant et vous amenez à côté de la tête, mais vous avez la même impression de vous ramener à 0 cm là où vous êtes, à cette ouverture. Et si vous êtes dans une société ou dans une conférence ou quoi, et vous cherchez à quand même retrouver cette ouverture, vous faites ça. Tout simplement. Donc, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est la voie d'un maître, comme dit Douglas. Le vide là, qui ne représente rien du tout, devient conscient qu'on est ici. Et il faut vraiment qu'il arrive à 0 cm. Et puis à 0 cm, vous ne trouvez plus de centre, hein, parce qu'il n'y a pas de limite à gauche et à droite. Donc il n'y a pas de centre. C'est une déflagration, c'est une explosion, quoi. On disparaît complètement. Donc c'est un exercice très simple et très direct. Je trouve très merveilleux parce qu'on peut le faire n'importe où. Il ne faut qu'un outil. Et d'ailleurs, il ne faut même pas bouger les mains. Hein. Vous le faites comme ça. Hein. Tout simplement, quand vous regardez, vous ramenez l'attention ici et c'est la même chose. Je crois que c'est un des exercices les plus directs et les plus rapides. Y a-t-il des commentaires? Ben oui, la tête, elle sert à quelque chose quand même. Hein? À disparaître, oui. Non, mais c'est cet outil, genre, c'est-à-dire, il n'y a pas de tête, mais en même temps,
comme tu as dit, les mains dès qu'elles sont. D'ailleurs, si on est en public ou juste on fait ça, et ça nous remet totalement dans là où on est. C'est quand même là, c'est pas là-bas. C'est intéressant, voilà. Juste. Ah, oui, mais ce qui est très bien, c'est là-bas en premier lieu, mais dès qu'on est ici, il n'y a plus de là-bas, il n'y a plus ici. Il n'y a plus de l'intérieur, bon, l'extérieur. Mais il y a quand même cette aide, c'est un outil, oui. cet endroit, voilà, oui. C'est un outil. Oui, mais une fois qu'on est à la maison, il ne faut plus, oui, on a trouvé la porte d'entrée et on peut l'oublier. Oui. Ce qui est vraiment chouette, en fait, dans cet exercice, c'est que le vide, il est matérialisé, il est conceptualisé. Oui. En fait. Et je trouve que d'un point de vue pédagogique, c'est super intéressant. Oui. Et justement, après, quand on arrive là, tout d'un coup, le fait de disparaître dans le vide, moi j'ai senti ça, oui. Il y a eu un soulagement. Oui, il y a un basculement. Pour moi, il y a un basculement. Et pour moi, il y a un soupir de soulagement. Ah oui. Alors, ce que je faisais avant, c'était que donc entre les deux mains, on met une corde imaginaire, un centre entre les deux mains, et on ramène ce centre au centre où vous êtes. C'est la même chose. Donc, on va retrouver notre centre. Donc, on va maintenir le centre là où il est. À un certain moment, le centre entre les deux mains coïncide avec le centre de votre centre, mais vous ne trouvez pas de centre. Vous le perdez. Vous perdez votre centre. Il n'y a pas de centre ici. Alors, pour moi, ça a été une révélation. Je dis, mais non, d'une pipe, quand je pointe un centre, il n'y a pas de centre. Dès que je fais ça, le centre disparaît. Il explose. Ça peut s'appeler perdre la boule. Oui, perdre la boule. Perdre la boule et gagner le monde. Oui. Mais en français, il y a des expressions comme ça, comme perdre la face, qui sont négatives, qui ne va même pas perdre la face. Et donc, voilà, c'est des choses qui nous retiennent peut-être d'abandonner ce masque, car c'est juste un masque, et d'aller au-delà dans cette ouverture. Et là, en quelque sorte, il s'agit d'accepter de perdre la face pour devenir l'espace. Alors, on ne la perd pas, la face, elle est juste replacée à la périphérie. Comme ça, on la voit là dans l'écran, c'est très bien. Et le soulagement dont parlait Fabrice, moi je le ressens aussi, mais c'est un soulagement mais immense. C'est comme se sentir d'abord enfermé dans une boîte à sardines et tout d'un coup on devient l'océan entier. C'est un soulagement, mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, je trouve. On devient l'océan. Ben, au boulot, je vais participer à des réunions qui duraient longtemps et des heures. Alors, après une demi-heure, je faisais une fois ça. Et ce petit geste-là, c'était un point d'arrêt, un retour à l'immensité. Et vraiment, je recommençais à zéro. J'étais de nouveau complètement dispo à suivre les conversations. C'était vraiment, oui. On se retire d'un côté et d'un autre côté, on s'ouvre. Et on est beaucoup plus alerte à ce qui se dit, ce qui se passe, parce ça donne un bol d'énergie aussi, physiquement, je trouve. C'est un peu comme un reset. Un reset. C'est comme un reset. Oui. C'est vrai. On revient au point zéro, hein, c'est ça le reset. C'est ça. On revient au point zéro. Oui. Tout à fait. Et le 0 engendre le 1, qui engendre le 2, qui engendre les 10. Ça met la pendule à l'heure. La pendule à l'heure. Oui. 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Alors, en fait, quand Douglas nous faisait faire cet exercice, il le faisait après avoir fait l'exercice de la carte. Et donc, là, le vide, il était, vous voyez, il était en quelque sorte matérialisé par ce trou dans la carte. Et ici, vous aviez un petit miroir. Donc, le miroir qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous voyez, c'est une carte qui présente deux versions de notre identité. La version, on va dire, sociale, humaine, le petit, quoi, dans le miroir. Et puis la version, pour nous-mêmes, la version, le grand, quoi, l'espace. Et j'aimais j'aime beaucoup cet exercice. Vous voyez? Donc, si je rapproche la carte de vous, vous allez voir que ça va fonctionner, hein. L'espace s'agrandit,
il contient de plus en plus de choses. Bon, ben là, c'est Lorraine et José. Hein. Il grandit, puis à un moment donné, hop, voilà, les bords de la carte disparaissent et vous êtes devenu cet espace. Voilà. Et ça, c'est très. Alors, évidemment, c'est un truc génial hein, qu'a inventé Douglas, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est aussi profondément traditionnel, parce que dans le bouddhisme zen, par exemple, on nous parle du visage originel. S'éveiller, devenir un Bouddha, c'est découvrir le visage originel, le visage qu'on avait avant la naissance de nos parents. Et ce visage originel, eh bien, on le découvre ici, en fait. Hein. C'est ce que Jacques nous a montré avec les deux mains. Il y a le visage acquis qu'on voit dans le miroir tous les jours, dans le miroir de la salle de bain, qui vieillit tous les jours. Hein. Chaque jour le rapproche davantage de la mort. Ça, c'est le visage acquis qui est apparu un jour. On a vu ce visage un jour. Alors, au début, on ne s'est pas identifié à ce visage. Hein. C'était juste un petit personnage comme ça dans un miroir. Puis peu à peu, on est sorti de nous, on est sorti du centre, on s'est identifié à lui. Donc ça, c'est le visage acquis. Puis le visage originel, ben, c'est ce qu'on découvre en ce moment, là, ce grand espace clair et transparent. Ce grand espace clair et transparent dans lequel le monde apparaît. Et aussi ce petit visage, d'ailleurs, hein, il apparaît dedans aussi. Et il est bienvenu. On peut peut-être l'aimer davantage, d'ailleurs, maintenant, hein, qu'on n'est plus identifié à lui, ou moins. Voilà. Mais évidemment, ce visage, eh bien, qui est à la périphérie, hein, vous voyez, il est pas là, il est sur l'écran, il est à 1 mètre de vous. Ce visage, il a tendance à revenir au centre, hein, c'est sûr. Les habitudes sont anciennes, donc on va encore se réidentifier au petit personnage. Ça va arriver, bien sûr, peut-être dès ce soir. Mais maintenant, on sait comment revenir au centre. On sait comment remettre ce visage à sa place. On a déjà quelques outils. Donc, par exemple, ce que nous a fait faire ici Jacques, on revient à l'espace, ou le doigt qui pointe, on a fait ce matin, on revient à l'espace, ou l'œil unique, on revient à l'espace, ou les yeux fermés, on revient à l'espace. Donc, c'est une véritable pratique. Il ne s'agit pas simplement de le voir une fois et c'est bon, on va être libéré d'identification. Non, on ne dit pas ça. On dit que c'est une vraie pratique et qu'on a les outils pour cette pratique. On a les outils pour revenir à la maison quand on va à nouveau s'exiler et se prendre pour le petit personnage. Ce qui va arriver. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait revenir à la maison nous-mêmes. Ulysse sait retourner à Ithaque. Il connaît le chemin maintenant, sans problème. Et je peux dire quelque chose. Donc, le processus de désidentification, il se fait dans le temps. Voilà, en fait. Exactement. Hein? Voilà. Mais c'est en fait, en même temps, c'est aussi instantané parce que quand je vois ici l'espace, ça y est, je suis libre de l'identification sur le moment. Mais après, ça va revenir. Mais sur l'instant, c'est parfait en fait. Quand je reviens ici au centre, voilà, je suis libre. C'est pour ça que Fabrice ressent un soulagement. C'est pour ça que nous ressentons une paix, une liberté quand nous revenons ici, parce qu'instantanément, nous sommes libres. C'est instantanément, on plonge dans la source. On s'immerge dans la source. Et on y revient encore et encore. Et le processus d'identification peut apparaître dans cette source, en fait. Je pense que le problème, enfin, ce que je disais dans mon introduction, je pense que le problème, c'est pas tant l'identification à quelque chose, hein, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel. D'ailleurs, quand on a fait l'expérience avec Bill dans le tube, la dernière partie, c'est une identification. C'est-à-dire que notre présence se pose sur les objets. Le problème, c'est la limitation, en fait. C'est-à-dire qu'on a arrêté de jouer avec cette identification. Quand on était petit, on jouait beaucoup plus avec. Les enfants peuvent jouer à être plein de choses, un cheval, un roi du Moyen-Âge. Et quand ils jouent à ça, ils le sont vraiment, en fait. Il y a des enfants, j'ai du mal à les arrêter de jouer. Ils sont vraiment Spider-Man, vraiment quelque chose, en fait. Donc, je pense que le problème, c'est surtout la limitation à une identification qui nous enferme, qui nous limite, alors que cette option de l'identification, elle est multiple, en fait. On a beaucoup plus on peut s'identifier à tout.
Alors, je voulais vous proposer un exercice sur le goût, si vous êtes d'accord, parce qu'on approche tout à l'heure c'est l'heure de l'apéro presque. Donc, je vais vous proposer un exercice par le goût. Alors, je vous ai demandé d'apporter des petits trucs à goûter. Alors, moi, ici, j'ai 2 bouts de gingembre et 2 morceaux de chocolat. On est gourmand chez les Leroy. Donc, je te donne un bout de gingembre. Donc, prenez ce que vous avez. Hein, et ne mangez pas tout de suite. Ouh là là, ne mangez pas tout de suite. L'exercice ici, l'expérience, c'est de voir si on peut accéder à sa vraie nature aussi par le goût. Par le goût. On a vu qu'on pouvait y accéder par la vue. Hein, je vois là-bas des couleurs, ici je vois la transparence. Je vois des formes, ici je vois le sans forme. Je vois des choses là-bas temporaires, ici je vois l'éternel. On a vu qu'on pouvait y accéder par les sons. Hein, le son pointe vers le silence. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut y accéder par le goût? Alors, j'avoue que dans la littérature spirituelle, j'ai peu rencontré d'éveil par le goût. Il y en a quelques-uns, mais rares. Il y en a un petit peu dans le zen. J'ai aussi trouvé dans le zen quelques éveils de maître par l'odeur, par l'odorat, en fait. D'ailleurs, là, avec le goût, on va avoir aussi l'odorat, si vous avez choisi des choses qui ont du goût. Donc, et en même temps, manger en pleine conscience, c'est un grand classique. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des exercices de base de la pleine conscience. Alors, on va commencer par tenir ce que vous avez choisi de manger. Vous le mettez dans la paume de la main. OK? Voilà. Vous le mettez dans la paume de la main. Donc, déjà, on peut regarder ce qu'on a dans la paume de la main. Moi, c'est un bout de gingembre. Vous, c'est autre chose. Donc, on peut voir la forme, on peut voir la couleur. Et vous vous souvenez de la citation que j'ai donnée en introduction ce matin? Vous savez, dans l'introduction, j'ai donné cette citation de Ramana Maharshi. Il est plus facile de voir le soi, il est plus simple de voir le soi que de voir une prune dans la paume de sa main. Là, on n'a pas une prune, sauf si certains ont choisi une prune. On a quelque chose dans la paume de la main. Donc, regardez cet objet que vous avez dans la paume de la main. Vous le voyez, c'est simple. Et en même temps, maintenant, ramenez votre regard sur le poignet. Maintenant, ramenez votre attention sur le creux du coude. Ramenez votre attention sur le bras, l'avant-bras, l'épaule. Et regardez ce qu'il y a au-dessus de l'épaule. Je pense qu'au-dessus de l'épaule, vous découvrez l'espace, en fait, qui nous sommes vraiment, ce que Brahmana appelle le soi. Donc maintenant, regardez à nouveau ce que vous avez dans votre paume de la main. Vous pouvez à la fois voir l'objet et voir l'espace au-dessus des épaules. Et c'est vrai que Ramana a tout à fait raison. C'est simple de voir cet espace au-dessus des épaules. Alors cet objet, ce que vous avez dans la main, on va voir ce qui se passe quand on le ramène ici au centre. D'abord, vous allez me regarder manger. C'est une punition. Vous me regardez manger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un mange? Eh ben, quand quelqu'un mange, il y a un objet qui se rapproche de sa tête, qui se glisse entre une paire de dents. Ensuite, vous le voyez bouger comme ça. Voilà. Ça, c'est il mange. Est-ce que vous ressentez du goût? Non, hein, voilà. Donc, il mange, ça n'a aucun goût. Tu manges, ça n'a aucun goût. Mais qu'est-ce qui se passe quand la première personne mange? Quand ce que vous êtes vraiment, cet espace, goûte les choses. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, prenez cet objet-là, ce bout de chocolat ou ce que vous avez, prenez-le entre vos mains et rapprochez-le doucement de cet espace. Rapprochez-le doucement. Est-ce que ça se rapproche d'une bouche et d'une paire de dents ou est-ce que ça se rapproche de l'espace? Et maintenant, prenez-le dans l'espace, prenez-le dans votre bouche. Allez-y. Et là, il disparaît. Il disparaît. Mais en disparaissant, mâchez doucement, en disparaissant, il fait apparaître le goût. Voilà, fermez les yeux maintenant. Et dans quoi apparaît le goût? Est-ce qu'il apparaît dans une tête?
ou est-ce qu'il apparaît dans un espace de présence, dans un espace de conscience? Est-ce que la sensation n'apparaît pas en vous, en fait? Et puis peu à peu, le goût, la sensation va disparaître, mais vous remarquez que la présence est toujours là. Le goût disparaît, mais pas la présence. La présence est immuable. Vous voyez donc, quand la première personne mange, c'est très différent de quand les autres mangent. Quand la première personne mange, l'objet disparaît dans la vacuité et il a du goût, en fait. Tandis que quand il mange ou tu manges, l'objet apparaît dans une tête, ça n'a aucun goût. Vous voyez? Donc peut-être que manger, c'est aussi une manière de revenir à qui nous sommes vraiment, puisque chaque fois que vous mangez, ça va être le cas tout à l'heure, vous pouvez voir que les aliments sont introduits dans cette ouverture, en fait, dans cette vacuité, disparaissent dans l'ouverture. Alors, on va maintenant faire l'expérience avec l'autre aliment que vous avez choisi. Pour voir que, en fait, pourquoi je vous ai demandé d'apporter 2 aliments, parce que les goûts sont différents, mais la présence est la même. Alors peut-être qu'on peut, avant de le manger, juste le sentir, parce qu'on n'a pas expérimenté l'odorat. Donc, faites apparaître là une odeur, si c'en a une. Moi, c'est du chocolat, mais il y a une odeur. Fermez les yeux et voyez dans quoi apparaît l'odeur. Est-ce que l'odeur apparaît dans une tête, dans un nez? Ça, c'est la mémoire qui nous le dit. Hein. Mais dans l'expérience de l'instant présent, est-ce que l'odeur n'apparaît pas dans l'espace de présence que vous êtes, dans cet espace sans forme, sans limite que vous êtes? Et si vous éloignez maintenant l'objet, l'odeur va disparaître. Et vous voyez que la présence demeure. La présence est toujours là. Alors ouvrez les yeux à nouveau et eh bien, on va goûter ce deuxième aliment. Alors en étant attentif à ce qui se passe, hein, en étant attentif que l'objet va disparaître dans la vacuité et que le goût va apparaître dans l'espace. Si je peux me permettre de t'interrompre, pour être tout à fait honnête, le chocolat, quand on l'approche du nez, parce que j'ai un chocolat aussi, on sent son odeur dans le nez. Alors, on va en parler tout à l'heure, si tu veux bien, Michel. Tout à l'heure. OK? Voilà. On va refaire l'expérience. Donc, on approche le chocolat ou ce que vous avez. Et vous le faites. Donc, il va disparaître et le goût va apparaître. N'avalez pas tout de suite. Mâchez en pleine conscience. Faire apparaître le goût. Fermez les yeux peut-être et regardez, soyez attentifs dans quoi apparaît la sensation, dans quoi apparaît le goût. Et qui est le vrai goûteur de tout ça? Qui est le vrai goûteur? Qui est l'unique goûteur? Est-ce que ça n'est pas justement cette présence que vous êtes, cet espace conscient qui accueille les sons, les sensations, le goût, les formes et les couleurs? Et peu à peu, là aussi, le goût disparaît. Et vous voyez que la présence demeure. Toujours là. Donc, il me semble que les sensations du goût, hein, gustatives, et les odeurs aussi, peuvent nous reconduire à qui nous sommes vraiment, quand nous sommes attentifs. Évidemment, quand on fonctionne à partir de la mémoire, bon, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on pense que c'est une tête qui avale les objets, puis voilà, l'individu. Et si on est vraiment attentif, il me semble que c'est vraiment cette présence qui est la vraie goûteur du monde, le vrai goûteur des choses. Il n'y a qu'un seul goûteur, en fait. C'est pour ça que la vision sans tête, c'est finalement une voie assez tantrique, je trouve, parce qu'il ne s'agit pas du tout de renoncer aux différentes expériences sensibles, mais au contraire d'en jouir vraiment et d'avoir à la fois cette présence et tout ce qui apparaît dans cette présence. Donc même si Douglas était anglais et buvait du thé, je pense qu'il était vraiment un tantrique. C'est du vrai tantrisme, en fait. Au sens où il ne s'agit pas de refouler des expériences sensibles, mais de les accueillir toutes dans cette présence que nous sommes. Voilà.
J'ai juste une pensée qui me traverse. Je connais quelqu'un que quand elle mange, elle est dans une transe. Je veux dire, je veux plus manger avec elle. Elle est plus du tout présente. Et en fait, je me dis, bah, peut-être que c'est sa manière d'entrer en contact avec elle, avec le grand soi. Et cette idée d'avaler puis d'être à l'intérieur, est-ce que ça pourrait être ça? Je ne sais pas, hein, mais... Je ne sais pas, mais parce qu'en fait, en même temps que j'ai la sensation du goût, je vois aussi que les couleurs et les formes apparaissent dans l'espace. Je ne me coupe pas des autres sensations avec la sensation du goût. C'est toutes les sensations qui pointent vers la source. Et on peut manger le deuxième? Oui, absolument. Tu manges. Merci. Michel, tu as levé la main, Michel. Oui. Je peux parler? Bon, vous m'entendez? Absolument, on t'entend super. En fait, ce qui a d'époustouflant, c'est que l'aliment, au moment où je le mets dans la bouche, il disparaît. Et en fait, il devient moi, c'est-à-dire qu'il devient vide. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est déjà la présence en face de moi quand je suis en face de l'aliment. Parce que le vide rejoint le vide. Je ne sais pas si c'est derrière le décor de l'aliment. Et en fait, la présence, forcément, puisqu'elle est partout. Et en fait, on sait que, bon, ça c'est une information de seconde main, hein. En physique quantique, on dit que l'univers, c'est 99% de vide et 1% de matière. Donc tout est vide pratiquement. Donc c'est comme un piège, c'est comme si la présence me regardait, me dévisageait en face, mais c'est la même présence, à travers le support d'un aliment. Et Magali, oui. Et Magali, elle a même, elle, évoqué la symbolique de l'Eucharistie, en fait, puisque quand on, c'est vrai, à la messe, il y a cette idée, le corps du Christ, manger le corps du Christ, donc finalement la présence. Et peut-être que la vraie Eucharistie, c'est de voir qu'en effet, les aliments disparaissent dans cette présence et deviennent cette présence. Parce que quand je vois un être humain en face de moi, c'est du vide, en grande partie. Donc c'est forcément la présence derrière. Donc ça peut aider à se représenter le fait que l'autre, c'est moi. Et la présence qui est en face de moi, qui se marre, qui joue à se foutre en face de moi, et puis en se disant, mais voilà, coucou, je suis là. Ça peut aider à mieux comprendre quand on dit l'autre, c'est moi. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ça en fait. C'est maintenant que je réalise un peu plus nettement. C'est assez époustouflant. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bah, en fait, là, tu parles de la physique quantique, alors c'est un peu évidemment autre chose, mais Douglas s'appuyait aussi sur les données scientifiques pour montrer que la physique moderne, surtout la physique quantique, elle menait au cœur de la matière, Alors, bon, la physique ne va pas exactement jusqu'au centre de la matière, parce que c'est une approche objective, bon, mais elle pointe vers cette en effet, cette faculté. Et pour savoir ce qu'il y a au cœur de la matière, il faut le découvrir soi-même, parce que faire la matière, c'est ce qu'on découvre ici au centre, de certaine façon. Oui, parce qu'en analysant la matière, on n'arrivera jamais à l'espace d'accueil que je suis. Exactement. Il y a toujours une barrière en fait, qui est liée à la démarche même scientifique et objective. Oui. Pour savoir ce qu'il y a au centre de la matière, il faut regarder ici. Est-ce que quelqu'un... Oui, Anne, tu avais levé la main, Anne. Anne Milo, non? Oui, j'avais levé la main, mais c'était déjà tout à l'heure lors du tube. Mais c'est OK. C'est OK. Non, je l'ai noté, hein, c'est une vague puissamment douce, comme une étreinte pour ce personnage. Et c'est vraiment bouleversant. Et même en mangeant, là, de sentir que tout est un et tout est aimé ou tout est amour. Et il y a vraiment des larmes qui ont coulé, de me dire, mais qu'est-ce que le personnage utilise comme stratégie, comme énergie pour être aimé, et tout est déjà là, et tout est déjà tellement là, et ça c'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Alors moi, je ne suis pas encore à ce stade-là, mais en tous les cas, ce que j'ai senti, c'est que ça donnait une autre
une autre teneur à l'aliment. Il avait beaucoup plus de relief, beaucoup plus de présence, quoi. C'était vraiment beaucoup plus. C'est vrai que c'est assez touchant comme expérience. Oui, oui. On parle d'éveil et d'éveil à soi-même, mais en fait, ce qui s'éveille avec ce retour au centre, c'est vraiment le monde. Le monde des sensations devient vraiment vivant, intense, beaucoup plus scintillant. C'est vrai pour le goût, quand on est attentif à la présence qui goûte. C'est vrai aussi pour les sons, c'est vrai pour les couleurs et les formes. Parce que quand on était enfant, les choses étaient nouvelles et donc les choses scintillaient, elles étaient intenses. Et puis peu à peu, il y a un voile gris qui s'est posé sur le monde. Ce voile gris, c'est le voile de la mémoire, des concepts. On a vu les choses, on les connaît, c'est rangé dans la mémoire. Et là, en revenant à l'expérience de la vacuité, eh bien, on redécouvre la beauté, la singularité des sensations. Et c'est quelque chose d'intense et de magnifique. Hein. Pour moi, même, c'est une expérience esthétique. Hein. Qui relève de l'art et de la beauté. Absolument. Je pourrais dire que moi j'adore le Roquefort. Alors, j'avais un petit morceau de Roquefort et une date. C'est opposé. Mais ce qui m'est venu maintenant, c'est qu'il y a les nourritures d'impression. Alors, ça peut être quelque chose de très, un objet d'art, ou enfin quelque chose qui est très, qui fait appel à des impressions profondes en nous. Et pour le goût, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des goûts de qualité fine qui éveillent, je parle pour moi, qui éveillent une sensation de joie, une qualité fine, quelque chose qui est fin. Donc, il y a aussi des différences et ça réveille quelque chose qui est plus vivant ou qui apprécie plus. Voilà, je voulais dire, c'est comme une coloration du non-goût. Le non-goût devient à une coloration extraordinaire. Voilà. Oui, oui. C'est toujours ce rapport asymétrique, hein, c'est-à-dire couleur à transparence, son à silence, goût à absence de saveur. Finalement, le c'est le sans saveur, mais c'est parce que c'est sans saveur que ça permet de faire révéler toutes les saveurs. Et cette asymétrie, elle est frappante en fait. Donc le monde révèle cette source. C'est ça. Et tout de même, je trouve que c'est plus facile pour la vue parce que on se sent au milieu de sa vue. On se sent pour le son, on se sent au milieu de ce qu'on entend. Autant pour le goût, on sent les papilles gustatives sur la langue et on sent les odeurs dans le nez. C'est plus difficile parce qu'on localise quand même. Et vous avez parlé des antagonismes entre le matérialisme et l'idéalisme, entre le un et le multiple. Enfin, il y a tous les antagonismes. En fait, c'est lié à la mémoire, quoi. C'est-à-dire qu'on va localiser on va parler de papilles gustatives, de tout ça, mais ça, c'est des choses qu'on a appris par la suite. Si tu naissais à l'instant et que tu connaissais rien du tout, tu n'aurais aucune idée des papilles gustatives, tu aurais juste la sensation qui apparaîtrait dans la présence. Donc, d'un côté, il y a la mémoire, ce qui est utile, hein, bien sûr, et de l'autre, il y a l'expérience. Et en fait, c'est pareil pour la vue aussi, c'est pareil pour les sons. Mais voilà, on a tous notre porte d'entrée, hein, Michel. Pour certains, ça va être les sons, pour d'autres, ça va être peut-être pour un œnologue, je ne sais pas, qui est très sensible à la qualité des vins, les sensations du vin vont le conduire. Je parle de ça parce qu'on est en Bourgogne. Les sensations du vin vont le conduire à l'extase de la présence. C'est possible aussi. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe au dessin, puisque on vous a demandé de vous dessiner tel que vous vous voyez. Donc, c'est Lorraine qui va nous aider avec ça. Donc, nous, on a fait aussi l'exercice. Je vous invite à partager avec nous ce que vous avez fait. Donc, mettez-le devant votre caméra pour que tout le monde puisse voir. En même temps, je ne sais pas si tout le monde a mis son écran sur mosaïque. Vas-y, alors nous on est deux, donc vas-y, montre le tien.
Mais c'est difficile hein, de le voir parce que voilà. Ah ouais. Ah, c'est intéressant, oui. Alors, regarde là, ici. Là aussi, regarde, Non, tu je vois vois. pas Si, regarde là, tu vois. Je cherche des lunettes. Moi, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Alors, il faut pas que vous mettiez trop près de la caméra parce que on voit rien. Voilà, c'est intéressant puisqu'on va. La marque, c'est tout petit, hein, marque Klein. Est-ce que tu peux rapprocher de la caméra parce que là, je vois rien du tout. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui ont fait comme José et moi, c'est-à-dire qui ont dessiné une absence de tête en bas du dessin et puis au-dessus le corps qui surgit. Il y a d'autres personnes qui ont dessiné un visage. Il y a une personne qui a dessiné un visage dans le vide. Et la marque, il a mis un miroir. C'est ça? Alors Marc, mais non, c'est. Ah non, il a dessiné, il a fait un dessin symbolique. Symbolique. Avec l'infini, c'est ça? L'infini qui rayonne. Ah oui, d'accord. Alors il y a aussi des gens qui ont dessiné un corps sans tête, mais avec les pieds en bas et Marion, par exemple, a dessiné un corps sans tête avec les pieds en bas et l'absence de tête en haut du dessin. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a Philippe là. Ouais. Mais il y a la majorité d'entre vous, vous avez dessiné un peu comme ce que j'ai dessiné moi, c'est-à-dire en bas du dessin le cou. Moi, en fait, je me suis fait vraiment de très très près, donc les bras surgissent, sont très grands en fait. Le cou. Bill, qu'est-ce que c'est, Bill? C'est une œuvre d'art, Bill. Voilà, Bill n'a pas dessiné, il a fait une installation. Ok. Donc, effectivement, on pouvait comprendre. Jean-Philippe a dessiné un visage, a dessiné son visage. Alors, dessiner son visage, dessiner une personne en troisième personne, en fait, ça, c'est l'autoportrait classique. C'est l'autoportrait qu'on voit dans les musées. Quand un peintre fait son autoportrait, il dessine en fait ce qu'il voit dans le miroir. Il y a des peintures de Rembrandt, on voit Rembrandt en train de se peindre et on voit qu'il jette un petit coup d'œil dans le miroir. Donc là, c'est la troisième personne en fait. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont dessiné comme ça, qui ont dessiné un bonhomme en fait. Le bonhomme, le visage avec le corps. Et puis, en fait, la question, c'était dessinez-vous tel que vous vous voyez. On aurait pu rajouter dans l'instant présent. C'est-à-dire, non pas tel que vous vous imaginez, mais tel que vous vous voyez. Donc là, on peut voir que les dessins qui vont essayer de représenter le corps tel qu'il est perçu dans l'instant présent, ces dessins-là sont comme le dessin de Sarah. C'est-à-dire que, on en a déjà parlé tout à l'heure, les pieds, alors le dessin de Sarah est mieux parce que moi, je n'ai pas dessiné les pieds. On voit sur Sarah, sur le dessin de Sarah, que les pieds sont en haut et puis l'absence de tête, en fait, elle est tout en bas du dessin. Tout en bas. Donc, c'est une sorte de corps à l'envers. Et si vous regardez, donc reculez un peu sur votre chaise et regardez ce que vous voyez de vous-même, et vous pouvez percevoir qu'effectivement, à partir de l'ouverture qui se trouve au-dessus de vos épaules, eh bien, il y a deux bras qui surgissent et puis il y a votre corps, mais que votre corps, en fait, est un corps à l'envers. Il y a un corps sans tête. Et en fait, Douglas s'était dessiné aussi, bien sûr. Donc, il avait dessiné ce portrait de lui-même. Ça, c'est le portrait de la première personne. Il aurait pu dessiner un environnement autour, en fait, aussi. Et puis, il s'est beaucoup inspiré d'un
C'est un dessin de Ernst Mach, qui était un scientifique qui faisait de la philosophie aussi, et il avait aussi essayé de se dessiner. Et c'est un dessin, peut-être que tu l'as, José, dans un de tes livres. Ah oui, dans les livres, oui, mais sur Internet, hein, vous regardez Ernst Mach, voilà. Mach, c'est le Mach des avions, un Mach 1, Mach 2, M-A-C-H, et vous trouvez ce dessin qui est très, très célèbre. Et donc, il y a une grosse moustache sur qui prend quasiment tout le bas en fait, du dessin, une énorme moustache avec l'aile du nez, parce que Ernst Mach a fermé le nez, en fait. Fermé l'œil. Fermé l'œil, pardon, ouais. Il a fermé l'œil. En bas du dessin, il y a l'énorme moustache, le nez qui prend quasiment la moitié de son dessin. Et puis, en bas, il y a des petits pieds. Et aussi, ce qui est intéressant dans le dessin de Douglas, c'est qu'on peut voir que en fait, les pieds sont tout petits, petits, petits. Les pieds sont minuscules. On regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Finalement, les pieds sont absolument minuscules. Pas du tout dans le... Alors, moi, je vous ai dessiné, en fait, le dessin de quelqu'un. Regardez. Est-ce que certains d'entre vous reconnaissent ce portrait? Qui est-ce qui a dessiné ça? Vous savez? Bon, en fait, c'est moi, mais je me suis inspirée de ce que font des enfants de 3 ans. Quand des enfants de 3 ans se dessinent, ils dessinent ce qu'on appelle le bonhomme patate. Parce que ces enfants-là, en fait, ils sont pas encore dans le schéma d'eux-mêmes. Ils ne sont pas encore enfermés dans cette représentation. Et donc, ils dessinent un grand espace, un grand rond, en fait, avec des yeux. Alors, souvent, ils en mettent plusieurs, hein, ils n'en mettent pas que 2. Et puis, de ce grand rond, il y a 2 bras et 2 jambes qui surgissent. Et des enfants, même il y a des enfants qui dessinent le bonhomme patate jusqu'à 6 ans. Donc, il y a des enfants qui dessinent bien, en fait, qui savent dessiner une maison, qui savent dessiner des tas de choses. Mais quand on leur demande de se dessiner eux, eh bien, tant que le schéma corporel n'est pas intégré, ils ne peuvent pas dessiner autre chose que bonhomme patate. Donc, pour eux, les bras, les 2 bras, et les 2 jambes surgissent d'une ouverture, en fait. C'est vrai que c'est un peu nous, bonhomme patate, quand on fait ça. Et en fait, ils ont raison. Et souvent, ils dessinent à l'envers, en plus. Un peu comme nous, ils dessinent la tête, ils dessinent les pieds vers le haut et les bras vers le haut. Donc, redevenez comme des petits-enfants, il disait un certain maître qui n'était pas loin de là où était. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est bientôt l'heure. Voilà, oui. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas complètement convaincu, vous pouvez essayer de. Tout à l'heure, ça a été suggéré en fait, de prendre votre téléphone et essayer de prendre en photo à partir de au-dessus de vos épaules et regarder en fait ce que ça donne. Regardez ce que ça donne et vous verrez que les pieds sont vers le haut et c'est un bonhomme inversé. Donc le corps, c'est vrai, vous avez un corps, effectivement. La première personne, il y a un corps qui surgit, un corps humain, mais il n'est pas du tout comme les autres. Il est à l'envers. On voit que j'ai un short. Et il est sans tête. Donc, quand vous êtes face avec quelqu'un, vous pouvez remarquer ça. Remarquez que là-bas, il y a la personne avec qui vous êtes en relation, eh bien, elle est dans le bon sens, entre guillemets, et puis elle a un visage. Et puis vous, de votre côté, eh bien, il y a un corps, mais ce corps, c'est vrai, vous avez un corps, il est à l'envers. Et en plus, ici, il n'y a rien. Au-dessus des épaules, il n'y a absolument rien. Voilà, donc, écoutez, merci pour cette superbe journée. Merci beaucoup. C'était une première. Merci à toi. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Demain matin, ce sera Richard Lang. Demain, on va aborder la question de rapport à l'autre. Et Richard Lang va nous faire un exercice que je ne connais pas du tout. On verra ce que c'est. Grande surprise. Et puis, pendant la soirée, là, c'est l'occasion de pratiquer. Est-ce que le mot pratique convient? C'est le moment de se réjouir de cette ouverture, de cet espace et de vivre à partir de cette ouverture, de manger à partir de cet espace, d'écouter les sons à partir de ce silence et d'y revenir encore et encore, parce que comme le disait Fabrice, c'est un profond soulagement. Voilà, merci à tous et puis
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Au revoir. À demain. À demain.